On s'est fait hacker. Et le pire, c'est qu'au début, ça ne ressemblait même pas à une attaque. Un déploiement qui échoue, une clé API qui consomme trop, un fichier bizarre. Puis, on a creusé. Et là, on a compris que c'était pas juste un incident technique. Dans cette vidéo, je te raconte comment on l'a découvert, ce qu'on a fait et pourquoi il ne faut jamais se dire « ça n'arrive qu'aux autres ». Les cyberattaques ne touchent plus seulement les grands groupes. Au deuxième trimestre 2025, elles ont augmenté de 21% dans le monde par rapport à l'année précédente. Et dans notre cas, ce n'était pas une simple faille isolée, c'était une attaque C2. C2 veut dire Command and Control. En clair, l'attaquant ne cherche pas seulement à entrer, il veut garder le contrôle, observer ce qui se passe, envoyer des commandes et revenir plus tard. Le vrai danger, c'est donc pas seulement l'intrusion, c'est la persistance. Tout commence avec un déploiement. Un développeur lance la mise en production comme il l'a sûrement fait des dizaines de fois avant. Et là, ça bloque. Un fichier étrange apparaît, un type de fichier non reconnu, un truc qui n'avait rien à faire là. Et franchement, quand tu es développeur, ce genre de situation, tu l'as déjà vécu des centaines de fois. Un déploiement qui casse, un fichier bizarre, une erreur qui sort de nulle part. La tentation, elle est simple. Tu supprimes le fichier, tu forces le déploiement et tu passes au problème suivant. Sauf que cette fois, le développeur a eu le bon réflexe. Il n'a pas juste cherché à débloquer le déploiement, il s'est arrêté et il s'est posé la vraie question. Pourquoi ce fichier est là? Et c'est là que tout commence. Un détail que beaucoup auraient ignoré a finalement révélé quelque chose de beaucoup plus grave. Le flair du développeur a été bon, il est allé regarder en détail. Peu après, un autre signal apparaît. L'API commence à consommer beaucoup plus que d'habitude. Au début, ça peut encore passer pour un problème classique. Une mauvaise configuration, un script qui tourne très longtemps, un usage mal maîtrisé. Rien qui prouve à lui seul qu'on est face à une attaque. Mais après le déploiement bloqué et le fichier étrange, cette consommation anormale ne pouvait plus être ignorée. Là, on commence à sortir du simple bug. On n'a pas encore toutes les réponses, mais on comprend qu'il faut arrêter de traiter ça comme un incident classique. Et c'est à ce moment-là qu'on décide de creuser sérieusement. Et là, en creusant, on commence à tomber sur le pire. Au départ, on cherche à comprendre un fichier bizarre. On commence par trouver un script, puis un deuxième camouflé, puis un utilisateur fantôme. Jusqu'au moment où on découvre plusieurs backdoors. Une backdoor, c'est une porte dérobée, un accès caché que l'attaquant laisse derrière lui. En gros, c'est comme quelqu'un qui entre chez toi, puis qui cache une clé dans le jardin avant de repartir. Tu peux changer la serrure principale, tu peux renforcer la porte, tu peux croire que tout est sécurisé, mais tant que cette clé existe, la personne peut revenir. Et dans notre cas, il n'y avait pas une seule clé cachée. Il y en avait plusieurs. Et à partir de ce moment-là, une question devient impossible à éviter. Est-ce qu'on peut faire encore confiance à cette machine? Le plus inquiétant, c'était pas seulement les backdoors, c'était la surveillance. L'attaquant avait mis en place des mécanismes pour savoir quand l'équipe se connectait à la machine et il surveillait même les redémarrages. Donc, il ne s'était pas contenté d'entrer, il observait, il attendait, il adaptait son comportement. Et là, tu comprends que ce n'est pas juste une intrusion opportuniste, c'est une logique de contrôle. C'est là où on a fait appel à l'équipe Darkmoon. Darkmoon, c'est une solution française basée sur l'intelligence artificielle, conçue pour accélérer les tests de sécurité, ce qu'on appelle aussi des pentests. Et dans notre cas, ça a fait une vraie différence. Ils ont analysé l'incident avec deux approches complémentaires. La première, c'est la black box. On se met dans la peau d'un attaquant extérieur. On regarde ce qu'il peut voir depuis Internet, quels services sont exposés, quels points d'entrée peuvent être testés et quelles mauvaises configurations peuvent être exploitées. La deuxième, c'est la white box. Là, on analyse avec plus de contexte. Le code, les configurations, les accès, les secrets et les mécanismes d'authentification. C'est cette combinaison qui nous a permis de sortir du doute. On n'était plus seulement dans l'intuition, on avait des preuves, on savait ce qui était exposé, ce qui était exploitable et ce qu'il fallait corriger en priorité. Et cette analyse a confirmé une chose, ce n'était plus possible de faire confiance à cette machine. Parce que quand tu découvres plusieurs backdoors, des mécanismes de surveillance et une logique de persistance, tu ne peux plus traiter ça comme un incident classique. À ce stade, on aurait pu être tenté de faire simple. Supprimer les fichiers suspects, changer quelques mots de passe, relancer l'application et se dire « c'est bon, on a nettoyé ». Mais c'est exactement le piège. Parce que dans ce genre d'incident, ce que tu trouves au début, ce n'est pas forcément toute l'attaque. C'est peut-être seulement la partie visible de l'iceberg. Tu supprimes un fichier, mais il reste peut-être un autre accès. Tu relances l'application, mais l'attaquant a peut-être prévu un autre moyen de revenir. Et c'est là que tu changes complètement de logique. Tu ne peux plus raisonner en mode correction rapide, tu dois raisonner en mode reconstruction. À partir de là, en théorie, la logique est simple. Préserver, isoler, reconstruire. Admettons-le, quand tu es en plein incident, tu n'as pas le luxe de tout analyser tranquillement. Il faut décider vite sans savoir exactement jusqu'où l'attaquant est allé.
Donc on a commencé par préserver la machine. On a créé un snapshot, c'est-à-dire une copie complète du serveur au moment de la découverte. L'objectif, c'était de garder une trace fiable de l'état de la machine pour l'analyse et pour l'enquête. Parce que si tu nettoies trop vite, tu peux supprimer des preuves importantes sans même t'en rendre compte. Ensuite, on a isolé l'environnement, coupé les accès, limité les communications, empêché l'attaquant de continuer à utiliser la machine. L'objectif, c'était de reprendre le contrôle. Enfin, on a reconstruit. Nouvelle machine, nouveaux accès, nouvelles clés, nouvelles configurations. Et surtout, on a corrigé les failles avant de remettre en production. Sinon, tu reconstruis proprement, mais tu laisses la même porte ouverte. Ce que je retiens de cette histoire, des nuits blanches, du café et une plateforme à reconstruire en urgence. Mais surtout, une leçon. Un incident cyber ne commence pas toujours par une catastrophe visible. Parfois, ça commence par un détail. Et si la bonne personne se pose la bonne question au bon moment, ce détail peut révéler toute une attaque. Donc si tu as une application exposée, ne pars pas du principe que tout va bien simplement parce que rien ne casse. Fais tester tes infrastructures, surveille tes accès, protège tes clés. Et surtout, prends les signaux faibles au sérieux. Parce que dans notre cas, le hacker n'avait pas seulement ouvert une porte, il avait installé un système pour revenir et garder le contrôle en toute discrétion. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner, à laisser un like et à la partager à quelqu'un qui pense encore que ça n'arrive qu'aux autres. Ciao!